3,15 m sur 6,68 m. Ici, les modèles sont à bon marché. Tout le monde voudrait être dans l'enterrement. 46 personnages, un chien. Ont déjà posé le maire, qui pèse 400 livres, un des bedeaux, avec un nez rouge comme une cerise, mais gros en proportion et de 5 pouces de longueur. Autour d'une fosse ouverte au premier plan, plusieurs groupes de personnages. Les femmes, les hommes, les gens d'église. Le curé, le juge de paix, le porte-croix, le notaire, l'adjoint Marlet, mes amis, mon père, les enfants de chœur, le fossoyeur, 2 vieux de la Révolution de 93, avec les habits du temps, un chien, le mort et ses porteurs, les bedeaux, mes sœurs, d'autres femmes aussi, etc. À gauche, le rocher du château. À droite, la roche du Mont. 2 falaises qui surplombent Ornans, la ville natale de Courbet. Ornans, Franche-Comté, 25 km de Besançon, 3000 habitants à l'époque. La Loue est une résurgence du Doubs. Elle passait alors pour une rivière née de la montagne. Courbet reviendra souvent à sa source, à ses méandres encaissés, à ses paysages calcaires. En France, les cimetières, placés par tradition autour des églises, étaient surchargés. À partir de la Révolution, ils sont transférés à l'extérieur des villes. La population d'Ornans s'oppose pendant plus d'une génération à cette décision. Le nouveau cimetière est inauguré en septembre 1848. Un mur en maçonnerie entoure un champ rectangulaire et s'ouvre par un portail de pierre à grille de fer. Les habitants de la petite ville enterrent quelqu'un. Comme à l'église, hommes et femmes sont séparés. Plusieurs pleurent. Le fossoyeur a posé sa veste et son bonnet de laine sur le bord de la fosse qu'il vient de creuser. Il attend, un genou en terre. 4 porteurs, tenue noire, gants blancs, grand chapeau à bord rond, ils soutiennent le cercueil à l'aide de draps blancs. Trois sacristains aux curieuses barrettes. Courbet réutilisera cette coiffure dans un tableau, La mort de Jeannot, aujourd'hui disparu. Le curé a revêtu la chasuble noire de l'office funèbre et une étole bordée de fils d'argent. Il a ôté sa barrette et la garde à la main, tandis qu'il lit les textes dans son bréviaire. Un enfant de chœur tient un porte-cierge. Il lève la tête vers un des porteurs dont il vient peut-être de heurter le chapeau avec son cierge. L'autre enfant de chœur tient le vase d'eau bénite. Certains historiens ont pensé que les vêtements des 2 bedeaux étaient inspirés de peintures italiennes anciennes. En 1994, lors d'un réaménagement de l'église, on a découvert, derrière une armoire de la sacristie, une de ces toques rouges à palmettes, tombées là et oubliées. Hommes et femmes sont en noir. Plusieurs hommes ont un chapeau haute forme. Les femmes, capuche noire et coiffe blanche. Seuls les 2 personnages à droite de la tombe portent redingote et culotte à l'ancienne, avec guêtre pour le premier et bas bleu pour le second. Celui-ci est coiffé d'un bicorne. Ces costumes insolites datent de 1793, soit un demi-siècle auparavant, à l'époque de la Première République. Or, le tableau est peint en 1849, sous la Deuxième République, que vient d'amener la Révolution de 1848. Février 1848. L'émeute populaire renverse le roi Louis-Philippe. Les libertés sont rétablies, mais chômage et misère règnent. 3 mois plus tard, nouvelle révolution, barricades dans Paris.
L'insurrection est matée dans le sang. Exécution sommaire, bannissement, déportation. Fin 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de l'empereur, est élu président de la République. Il va rapidement chercher à accroître son pouvoir. En 1849, l'Assemblée nationale, en majorité monarchiste, revient sur les acquis sociaux de l'année précédente. C'est à l'automne de cette année 1849 que Courbet commence sa toile. Il dispose alors, en guise d'atelier, du grenier de la maison familiale. Et il fait poser ses proches et ses voisins. Le grenier mesure un peu plus de 4 mètres de large sur 7 mètres 40 de long. Mais le toit présente une forte pente. Et selon la légende, le peintre doit enrouler sa toile à droite et à gauche pour peindre son tableau. La toile se compose de 3 lais dont les coutures sont aujourd'hui visibles. Elle a été couverte d'une préparation à base de blanc de plomb à grains épais. Cette préparation, ensuite teintée à la terre d'ombre brûlée, est devenue plus apparente lorsque les couches de peinture ont séché. Elle a donc assombri le tableau et atténué ses tons froids. Visage, mains, vêtements sont dessinés au pinceau ou soulignés en bistre d'un trait laissé apparent. Les touches distinctes sont rarement fondues. Les zones plus indéterminées, terre, falaise, ciel, ont sans doute été travaillées au couteau. Le noir ne forme pas une masse uniforme, mais étale plusieurs nuances charbonneuses ou bleutées. Des notes violentes de blanc s'y opposent, drap des porteurs, surplis du porte-croix et des enfants de chœur, chemise du fossoyeur, bonnet et mouchoir des femmes, chien blanc tacheté de noir. Nuance particulière, le satin blanc bleuté du drap mortuaire. S'il n'est pas noir ou violet, c'est peut-être pour rattraper un déséquilibre entre les blancs minoritaires et les noirs dominants. La lumière contre les ténèbres. Des touches de couleurs vives ponctuent la toile. Vermillon des bedeaux et des enfants de chœur, jaune cuivré du vase, blouse vert olive sur laquelle le fossoyeur est agenouillé, bas bleu, culotte verte, habit gris, gilet brun du vieux révolutionnaire. Plusieurs repentirs sont réapparus. Le chapeau d'un des porteurs a été déplacé. Une femme en capuche effacée. Un profil d'homme décalé. La toile est à peu près 2 fois plus longue que large. Son format panoramique est encore souligné par la crête des falaises. Les personnages sont figurés grandeur nature, ce qui renforce l'effet de réalisme. Un dessin préparatoire ébauche une première idée du tableau. Un cortège avance de droite à gauche, cercueil et gens d'église en tête, suivis par les hommes puis par les femmes. Le fossoyeur est agenouillé à l'extrême gauche devant une tombe qu'on devine. Sur la toile, la composition est plus complexe. Le groupe semble désormais s'étirer parallèlement au contour des falaises. Pour rompre l'effet compact et la rigidité de la petite foule, Courbet a donné au visage et au regard des orientations très variées. Le peintre figure un moment précis. Le convoi vient de pénétrer dans le cimetière et s'est scindé en 3 groupes. Les gens d'église et les porteurs viennent se placer à gauche de la fosse, les hommes à droite. Les femmes continuent à avancer de gauche à droite pour contourner le groupe des hommes. Elles tournent alors et reviennent vers la fosse. Cette fosse est vue de biais comme si le spectateur se tenait à gauche du trou.
C'est un des rares volumes figurés de façon illusionniste, comme le sont le vase d'eau bénite, les plis du drap mortuaire et la boule du crucifix. Les personnages, eux, semblent aplatis, sans perspective. C'est ce qui a le plus choqué le public de l'époque. Ils ont été comparés à des figurines découpées. L'image paraît obéir à une construction géométrique. La tombe est située au centre du tableau. Le crucifix marque le premier quart. Les deux bords de la tombe suggèrent un point de fuite sur la hampe verticale du crucifix. Le cercueil est incliné selon la diagonale du rectangle formé par la ligne d'horizon et le bord inférieur de la toile. Les deux branches du crucifix s'alignent sur la diagonale du rectangle supérieur. Le crucifix et les tibias croisés forment deux croix sombres et opposées. En 1850, Courbet montre sa toile à Ornans, à Besançon, à Dijon, puis il l'inscrit au Salon, seul débouché pour un jeune peintre. Je tiens aussi que la peinture est un art essentiellement concret et ne peut consister que dans la représentation des choses réelles et existantes. C'est une langue toute physique qui se compose pour mots de tous les objets visibles. Un objet abstrait, non visible, non existant, n'est pas du domaine de la peinture. L'ami de Courbet, le journaliste Champfleury, avait lancé en 1847, dans les conversations de café, le mot réalisme et fait du peintre le principal représentant du nouveau courant. Le salon, au lendemain de la Révolution, s'ouvre à toutes sortes de thèmes sociaux. Les peintres utilisent de très vastes formats, montrent des scènes domestiques et donnent à leurs héros très ordinaires la grandeur solennelle de personnages historiques. Leurs tableaux contrastent avec les sujets de fantaisie dont le salon était alors encombré. En 1849, Courbet a exposé 10 œuvres au salon. Avec l'après-dîner à Ornans, il a obtenu une deuxième médaille, ce qui le dispensait à l'avenir de soumettre ses toiles au jury. Le tableau a été acheté par l'État pour le musée de Lille. Au salon de 1850-1851, il apporte donc 9 toiles. Parmi celles-ci, les casseurs de pierre, aujourd'hui disparus, les paysans de Flagey revenant de la foire, et un enterrement à Ornans. Courbet rêve sans doute de voir son enterrement acheté pour le musée du Luxembourg, comme les Romains de la décadence de Thomas Couture l'a été 3 ans plus tôt. Il l'a inscrit dans le registre du salon sous le titre « Tableau de figures humaines, historique d'un enterrement à Ornans ». L'histoire a retenu un titre plus court. Au lendemain des violences révolutionnaires de 1848, la réaction politique se transforme peu à peu en dénigrement agressif chez les critiques et chez les caricaturistes. Les demoiselles de village, les paysans de Flagey revenant de la foire, les casseurs de pierre. Pourquoi donc, papa, on appelle ça de la peinture socialiste, hein? Parbleu, parce qu'au lieu d'être de la peinture riche, c'est de la pauvre peinture. L'enterrement de Monsieur Courbet. On dirait que son pinceau se complaît dans l'imitation systématique de la nature triviale et hideuse, que ses préférences s'adressent tout particulièrement au type grotesque, à toutes les difformités de la laideur physique. Une caricature de Bertal, qui ne conserve du tableau que le chien et les 2 bedeaux, reprend les larmes du drap mortuaire, perçues peut-être comme des crottes de chien. De même, quelques années plus tard, la caricature de Cham sur l'atelier changera le pinceau du peintre en balayette. En 1855, alors que plusieurs de ces toiles sont acceptées à l'exposition universelle, l'enterrement et l'atelier sont refusés. Courbet, par défi, les expose dans un baraquement qu'il fait construire avenue Montaigne, non loin de la section Beaux-Arts de l'exposition. Il recommencera pour l'exposition de 1867. Je n'ai jamais eu d'autre maître en peinture que la nature et la tradition, que le public et le travail. En 1881, 4 ans après la mort du peintre, sa sœur Juliette retire le tableau de la vente aux enchères et le donne à l'État. L'année suivante, il est mis en place au musée du Louvre, où il restera exposé 1 siècle, à côté des grands tableaux de Gros, Géricault ou Delacroix. En 1986, l'enterrement est transféré au musée d'Orsay.
2 ans avant de peindre l'enterrement, Courbet avait voyagé en Hollande. Il avait été séduit par les portraits de corporations du XVIIe siècle, comme la Ronde de nuit de Rembrandt, ou la compagnie du capitaine Allard Klok de Thomas de Keyser, ou encore la maigre compagnie de Franz Hals, dont les chapeaux ont pu l'inspirer. Ou surtout la compagnie du capitaine Bicker de Van der Helst. Le dispositif scénique permet d'étaler un grand nombre de personnages et de mettre en valeur vêtements, accessoires, physionomie et gestes. Autre influence probable, les tableaux de Goya présents à Paris au cours des 10 années précédentes, dans la galerie espagnole de Louis-Philippe, la grande attraction de l'époque. Manière sombre, traits soulignés, costumes, réalisme parfois poussé jusqu'à la caricature. Dans son format comme dans sa composition, le dessin préparatoire de l'enterrement rappelle une gravure sur bois qui circulait en Franche-Comté et qui servait de faire-part mortuaire. Avec ses personnages appartenant à 4 générations successives, le tableau évoque aussi les gravures populaires sur les degrés des âges. Une sorte de pyramide montre les différentes étapes de la vie. Autre image très répandue en ce temps, les cérémonies du retour des cendres de l'empereur Napoléon en 1840. Courbet a assisté à une partie des cérémonies parisiennes. Il a vu les gravures et il s'en souvient sans doute en peignant le tableau. Les images de la danse des morts d'Alfred Rethel auraient pu aussi influencer Courbet. Au lendemain de celle de 1848, Rethel montre la vanité de toute révolution. Dans toutes les cultures du monde, les rituels funéraires occupent une place sociale fondamentale. Ils soudent dans le chagrin des communautés villageoises ou urbaines. Et il y a peut-être aussi dans l'enterrement le souvenir de toutes ces traditions qui associent les convois funéraires aux danses macabres grimaçantes. Nous avons terminé ce carnaval par une procession solennelle par toute la ville. L'effet était funèbre et sinistre. Procession caricaturale, cortège ridicule, farandole de carnaval, tout est bon pour conjurer la mort. Folklore qui transforme souvent les cérémonies funèbres les plus pesantes en farces burlesques. Qui sont donc ces personnages? Des ouvriers, des paysans, des bourgeois? En comparant les souvenirs des habitants d'Ornans, les registres d'état civil, les adresses, les actes notariés, les historiens ont pu reconstituer l'identité des personnages du tableau. Les porteurs sont Jean-François Crevaux, artisan cordonnier, Alphonse Bon, propriétaire cultivateur et rentier, ami de Courbet, Alphonse Promaillet, musicien, ami du peintre, qu'il avait déjà montré dans l'après-dîner à Ornans. Étienne Nodier, propriétaire. Le sacristain François-Constant Cauchy, artisan cordonnier. De Porte-Croix, François Collard-Claudam, propriétaire vigneron. Benjamin Bonnet, simple et pauvre curé de campagne. Les 2 enfants de chœur, François-Constant Panier et Claude-Joseph Journet, tous 2 fils de vignerons. Le fossoyeur, Antoine-Joseph Cassard, fils de cordonnier. Un autre sacristain, Claude-Louis Promaillet, musicien, grand ami de Courbet. Les bedeaux, Jean-Baptiste Muselier, vigneron plutôt aisé, Pierre-Xavier Clément, cordonnier très modeste. Les notables, Hippolyte Proudhon, juge de paix d'Ornans, cousin du philosophe. Prosper Teste, maire de la ville, rentier. Guillaume François Bertin, ancien gendarme devenu prêteur. Claude-Joseph Sage, meunier enrichi. Adolphe François Marlet, avocat, conseiller municipal, ami de Courbet.
Les deux anciens de 1793, Jean-Baptiste Cardet, vigneron modeste, François Pilot, sécrétant, paysan. Les amis d'enfance de Courbet, Urbain Queneau, héritier d'un juge de paix d'Ornans, rentier, et comme Courbet célibataire. Max Buchon, bourgeois aisé comme eux, romancier et poète. Courbet le montre dans l'atelier. La famille du peintre, Jean-Antoine Oudot, vigneron aisé, le grand-père à qui Courbet vouait une grande vénération. Régis Courbet, le père, agronome, rentier, plutôt cultivé. Sylvie Oudot, la mère du peintre. Et ses trois sœurs, Zélie, Zoé et Juliette. Les autres femmes de la cérémonie sont Félicité Collard-Talent, mère d'un des porteurs Alphonse Bon, Jeanne-Marguerite Victoire Sevray, femme d'un des sacristains, Jeanne-Baptiste Gros-Lambert, dite la mère Gagé, femme du vieillard que Courbet montre dans Les Casseurs de pierre. Jeanne Philibert et Thévenon, dite Fifi Caillot, ouvrière en robe, mariée à un cultivateur. Joséphine Beauquin, propriétaire aisée, Françoise Garmont, fille de cultivateur, Françoise Roncé, femme d'un riche artisan ébéniste d'Ornans, Célestine Garmont, fille de cultivateur, infirme, elle devait mourir indigente. La petite fille est la petite Teste, une arrière-petite-fille de Jean-Antoine Oudot, donc une petite cousine de Courbet. Quelques rares personnes n'ont pu être identifiées. Conclusion évidente qui contredit la plupart des lectures anciennes du tableau, la petite foule n'est pas du tout représentative d'une population où dominaient ouvriers, journaliers, paysans et petits artisans. À l'exception de 2 ou 3, les personnages appartiennent surtout à la classe des petits propriétaires, des bourgeois aisés ou des rentiers. Courbet a d'abord fait poser des membres de sa famille, puis ses amis de café, enfin par commodité plusieurs de ses voisins de quartier. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, pauvres ou riches, le visiteur retrouve aujourd'hui leur nom au hasard des allées du cimetière. Courbet lui-même, mort en exil en Suisse, est revenu à Ornans. Il est possible que le peintre ait voulu rendre compte dans son tableau des sourdes menaces politiques de l'été 1849. À tel point qu'on a pu imaginer que la scène était l'enterrement symbolique de la République. Pour certains, Courbet marquerait l'opposition entre les républicains et l'Église, considérée comme conservatrice. Mais la révolution de 1848, toute empreinte de socialisme utopique, penche plutôt pour une entente universelle. Dans certaines représentations de l'époque, le cortège des peuples libérés est même dominé par le Christ, comme l'enterrement du Courbet est dominé par le crucifix. Le Christ se dresse sur un paysage de montagne, comme dans les représentations classiques de la Passion. C'est un Christ en bois, peint en gris rose et qui paraît vivant. Ce n'est plus la Jérusalem splendide qui sert de toile de fond, seulement les falaises d'un paysage jurassien dépouillé. L'Évangile dit qu'au moment de l'agonie du Christ sur le Golgotha, la terre tremble, se fend, et que le crâne d'Adam, le premier homme, enfoui depuis des millénaires, reparaît. Le crâne est bien là. La notation se veut édifiante, comme ces objets placés dans les vanités pour rappeler à tous le sort commun. Il évoque aussi la scène du cimetière dans Hamlet, scène illustrée par les artistes romantiques comme Delacroix. Le crâne d'Adam appartient aussi à un autre univers symbolique, celui de la franc-maçonnerie. Avec les os croisés ou les larmes, il signifie que l'initié va renaître à une autre vie. Autre rappel de la peinture religieuse, les visages des porteurs qui se détournent du cercueil. À la campagne, on attendait souvent plusieurs jours avant d'enterrer les morts. Et la pestilence de la mort est parfois évoquée avec lourdeur dans les tableaux sur la résurrection de Lazare. Enfin, le chien rejoue un rôle immémorial. Dans toutes les traditions sacrées, l'animal accompagne l'âme du défunt dans l'au-delà. Mais qui enterre-t-on à Ornans ?
qui se trouve dans le cercueil. Première hypothèse, le premier mort déposé dans le nouveau cimetière, Claude-Étienne Teste, vigneron, propriétaire influent et républicain. Teste était le grand-oncle de Courbet. Il est donc normal que la famille et les notables soient présents. Mais en creusant, le fossoyeur a mis au jour des ossements humains. C'est un détail incongru si Teste est vraiment le premier mort. Deuxième hypothèse, le grand-père de Courbet. Pourtant, Jean-Antoine Oudot est présent dans le tableau, juste derrière le cercueil. Triste, sombre, séparé des trois groupes, il rappelle ces représentations du mort qui figuraient au-dessus de la sépulture dans les tombeaux antiques. Troisième hypothèse, la grand-mère du peintre, décédée en 1847. D'où peut-être le chagrin de la famille et la présence du grand-père, seul derrière le cercueil. Quatrième hypothèse, la femme du fossoyeur Cassard, décédée en 1848. Le fossoyeur n'est qu'un citoyen pauvre, mais ses fonctions l'entourent de crainte et de respect, et lui valent l'hommage des personnalités de la ville. Cinquième hypothèse, un membre de la famille Proudhon. Hippolyte Proudhon occupe en effet une place centrale au premier rang de la cérémonie. Toutes ces hypothèses s'accordent mal avec le drap blanc qui couvre le cercueil. Le blanc était réservé aux jeunes femmes et aux enfants. Sixième hypothèse donc, Clarisse, première sœur du peintre, née 2 ans après lui, est morte à l'âge de 13 ans en 1834. Le tableau pourrait être un rappel de ce deuil. Quelques années après l'enterrement, Courbet peindra un étrange tableau. D'abord intitulé « La toilette de la mariée », il a été reconnu comme une toilette mortuaire, une coutume de Franche-Comté. Les femmes d'un village parent pour son dernier voyage une jeune morte. Peut-être s'agit-il d'un souvenir d'adolescence. Le blanc joue ici le rôle principal, celui de la couleur funèbre. Entre 1847 et 1849, Courbet perd sa grand-mère, son grand-père et son grand-oncle Teste. À la même époque, les sépultures de l'ancien cimetière, dont celle de Clarisse, sont transférées dans le nouveau. C'est dire combien les cérémonies funèbres durent être obsédantes pour le peintre et sa famille pendant ces années-là. Septième hypothèse, peut-être le cercueil contient-il les restes mêlés de toute une famille qu'on transporte de l'ancien cimetière vers le nouveau. Le peintre dira un jour avec ironie, c'est l'enterrement du romantisme. Et le tableau est en effet, ultime hypothèse, comme l'enterrement du jeune peintre en personne, pleuré par tous les siens. Comme si Courbet faisait ses adieux à son image romantique et au thème sombre, romanesque de ses premiers tableaux. Les larmes et les ossements du rituel, qu'ils soient chrétiens ou maçonniques, signifiaient que l'initié allait s'ouvrir à une autre vie. Courbet s'enterre donc lui-même pour mieux renaître à une autre peinture. Plus tard, le peintre reviendra obstinément aux fentes et aux creux de sa terre natale, et surtout à cette grotte, source de la Loue, qui est pour lui comme le sanctuaire d'une question fondamentale, comme un œil béant qui lui renvoie son propre regard. Mais pour l'heure, le trou qui s'ouvre au cœur de la toile n'est que la fosse du cimetière, un trou de terre froide qui, chaque personnage de l'image le sait, finira par tous nous engloutir. Dans notre société si bien civilisée, il faut que je mène une vie de sauvage. Il faut que je m'affranchisse même des gouvernements. Le peuple jouit de mes sympathies. Il faut que je m'adresse à lui directement, que j'en tire ma science et qu'il me fasse vivre. Pour cela, je viens donc de débuter dans la grande vie vagabonde et indépendante du bohémien.